Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Benoît Ellings. Benoît Ellings, donc vous êtes député fédéral, bonjour. Bonjour. D'abord, un chiffre, 100 000 emplois. L'Écho dit que le gouvernement Michel a créé 100 000 emplois. Alors vous vous dites bravo. Tant mieux pour ceux qui ont trouvé ces emplois. Mais il y a deux choses qu'il faut voir parallèlement à ce chiffre que le gouvernement va probablement lancer à tout va, à toute trompette dehors. C'est la qualité de ces emplois. Est-ce que ce sont des emplois à temps plein ? Est-ce que ce sont des emplois qui sont durablement ancrés dans le paysage économique de notre pays ? J'en doute. Vous savez qu'aujourd'hui, la Belgique a tout fait avec la loi Peters pour faire en sorte que l'emploi soit de moins en moins à durée déterminée, à déterminer et de moins en moins à très long terme. Deuxièmement, il y a aussi toute la question du chômage. C'est vrai, il y a de moins en moins de chômeurs, mais de plus en plus d'anciens chômeurs qui dépendent de l'aide sociale, des CPS. Et tout ça, c'est de l'argent qui est donné auparavant du pouvoir fédéral et qui aujourd'hui doit être assumé par les communes, ce qui représente énormément de charges, en particulier pour nos communes ici à Bruxelles. Ça va être difficile de lutter contre un tel slogan du gouvernement fédéral quand il va dire « Nous avons créé 100 000 emplois ». Vous savez, compter sur l'opposition écologiste, qui est une opposition constructive pour pouvoir décortiquer ces chiffres et démontrer ce qu'est la réalité de ces 100 000 emplois. Nous sommes très heureux de savoir qu'aujourd'hui, un plus grand nombre de personnes ont un emploi, mais les écologistes veulent des emplois de qualité, des contrats à durée indéterminée, avec un niveau de salaire élevé. Je pense que les mesures qui ont été prises, en particulier par le ministre Peters, ne vont pas dans cette direction. Alors parlons de Theo Francken à présent. Il a présenté hier sa note générale concernant la politique d'asile. Et un point, entre autres, vous a fait bondir, c'est la possibilité de remettre des mineurs en centre fermé. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que depuis 2008, on ne pouvait plus mettre de mineurs en centre fermé. Vous savez, je trouve que déjà, un adulte qui n'a commis aucun crime, aucun délit, qui se retrouve dans un centre fermé, c'est-à-dire une prison, ce n'est pas sa place. Alors imaginez un enfant. Et ici, il s'agit bien, pour Theo Francken, et c'est une mesure extrêmement symbolique, parce qu'en fait, il a envie de dire qu'il renvoie un maximum d'étrangers dehors, y compris des enfants. Son objectif, c'est de mettre temporairement, c'est vrai, jusqu'à ce qu'ils soient reconduits dans leur pays d'origine, avec leur famille, des enfants en prison. Pour nous, c'est complètement indécent. C'est une question... C'est pas une prison, c'est un centre fermé. Un centre fermé, c'est un endroit où vous ne pouvez pas sortir, où les fenêtres sont grillagées. C'est une prison. C'est une prison. Bien sûr, à terme, ils vont en sortir, mais pour revenir dans un pays où ils n'ont pas d'avenir. Je pense que ces enfants n'ont pas d'avenir. Je pense que c'est complètement antidémocratique. Je pense que cette décision sera cassée, comme l'a été les décisions précédentes en 2008, premièrement. Et deuxièmement, c'est une question qui n'est pas seulement qu'antidémocratique, elle est aussi budgétaire. Le coût d'un adulte et d'un enfant, donc de personnes en centre fermé, est très élevé. Nous avons demandé ce chiffre, il va nous répondre, mais nous savons qu'il est très élevé, au-delà de la dimension, comme je dis, humanitaire, qui est vraiment intolérable. Alors qu'est-ce qu'on doit faire de ces familles avec mineurs quand elles demandent donc le droit d'asile? Elles doivent attendre une réponse. Et pendant qu'elles attendent, Theo Francken disait hier, elles risquent de s'évanouir dans la nature et donc de devenir des illégaux. Alors qu'est-ce que vous répondez à cela? Nous pensons qu'il faut une régularisation. Il faut une régularisation pour ces étrangers. L'immigration n'est pas massive, le flux a diminué. Il y a des personnes qui aujourd'hui font partie de notre tissu social, culturel et économique, en particulier ici dans notre région bruxelloise. Et pour nous, il y a des choses à faire en matière d'intégration. Il faut prévoir les moyens pour que ces personnes puissent s'intégrer et puissent participer à la vie de notre société. Nous avons un déficit démographique, notre population est vieillissante, ces personnes peuvent jouer un rôle dans notre société. Donc il faut les accepter. Oui, et vous savez, les accepter coûte moins cher que de les renvoyer et de leur payer des séjours en prison, en centre fermé. Et puis après, un vol de retour, je pense que ces gens peuvent jouer un rôle pour nous. Theo Francken s'est aussi fait remarquer le week-end dernier en imaginant des associations dans certaines communes flamandes avec le Vlaams Belang. Donc on parle d'un détricotage du cordon sanitaire du côté flamand. Ça vous inquiète, cela ? Évidemment. Je trouve qu'un parti raciste, profondément en contradiction avec nos valeurs démocratiques fondamentales, n'a pas sa place dans un exécutif communal et a fortiori un exécutif régional ou fédéral. Pour nous, les écologistes du nord et du sud du pays, il est hors de question que nous fassions partie d'un exécutif, quel qu'il soit, avec
en son sein des personnes qui ne respectent pas les valeurs fondamentales de l'état de droit et de l'égalité entre les personnes, quelles que soient leurs origines. Ça vous gêne moins demain peut-être de gouverner dans certaines communes avec le PTB qui est ça n'a rien un à voir. parti extrémiste, pas raciste, mais un parti extrémiste. Alors, le PTB n'est pas ma tasse de thé, loin de là. Le PTB n'est pas mon partenaire privilégié en politique. Mon partenaire privilégié, c'est Groen. Il n'empêche que le PTB, que je sache, respecte encore les valeurs fondamentales. Mais voilà. En tout cas, ce n'est pas un parti raciste, ça c'est sûr. Alors, hier à la Chambre, enfin plutôt la semaine dernière à la Chambre, l'opposition a levé un lièvre. En fonction des réponses du Premier ministre, on s'est rendu compte qu'en fait, le gouvernement essayait de gagner du temps sur le CETA et peut-être que, on dit les journaux aujourd'hui, les Wallons avaient été grugés sur le CETA. Est-ce qu'il y a moyen d'expliquer cela? Alors, on va expliquer simplement. Les entités francophones avaient négocié avec le gouvernement fédéral un accord intra-belge pour dire, bien écoutez, la Belgique, à un moment donné, va demander l'avis de la plus haute instance judiciaire d'Europe, c'est la Cour européenne de justice, et de savoir si ce traité avec le Canada, le CETA, est compatible avec le droit européen. Et on a appris qu'en fait, le gouvernement refusait d'introduire immédiatement cette demande parce qu'elle attend un autre accord. Elle attend le résultat d'un avis que la Cour doit rendre sur un autre accord commercial. Peu importe si c'est Charles Michel, Didier Reynders qui ont une entourloupe et qui ont ajouté quelque chose en dernière minute dans l'accord, peu importe si peut-être les ministres régionaux, bruxellois et wallons, n'ont pas compris ce qu'ils acceptaient, ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est ce pourquoi les écologistes se battent depuis le début, c'est que cette instance indépendante judiciaire rende un avis sur la compatibilité démocratique du CETA par rapport à nos valeurs et nos droits fondamentaux européens. Et ça, il doit le faire immédiatement. C'est ce que je vais d'ailleurs demander tout à l'heure à la Chambre au Premier ministre. Et donc là, le gouvernement, selon vous, gagne du temps, mais dans quel espoir ? Moi, je pense que les ministres régionaux ont été particulièrement imprudents et nous ont vendu un nouveau CETA alors qu'en fait, il y avait une clause à l'intérieur qu'ils ont visiblement acceptée qui permet aux partisans du CETA de pouvoir, en effet, ne pas faire ce à quoi ils se sont pourtant facialement engagés. Je pense que là, il faudra analyser. Je pense que les députés bruxellois, les députés wallons d'écolo vont essayer d'enquêter là-dessus. Ce qui compte maintenant à court terme, c'est que le gouvernement comprenne que beaucoup de citoyens francophones, bruxellois et wallons, demandent des clarifications quant à la validité démocratique de ce traité qui peut-être, et ça doit être vérifié devant la Cour de justice, est en train de vendre notre âme, notre économie aux multinationales. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de chercher un peu la petite bête? Quand on voit que le Parlement wallon est en train de discuter du traité avec le Vietnam, en disant oui, mais dans ce traité, il n'y a pas de clause concernant les droits démocratiques. Est-ce qu'on n'a pas pris un chemin pour rendre difficiles les traités commerciaux? Mais si les traités commerciaux apportaient monts et merveilles, emploi, développement économique durable, etc., je pense qu'il n'y aurait pas de difficulté à ce qu'ils soient acceptés par tous les parlements régionaux, fédéraux, européens et par les citoyens. Mais il se fait qu'on se rend compte, depuis maintenant quelques mois, que les multinationales, c'est elles toujours, qui sont derrière cette promotion du libre-échangisme à tout crin, en fait, essayent d'obtenir par un traité ce que jamais elles n'auraient obtenu dans un Parlement démocratiquement élu par la loi. Et simplement, les parlementaires bruxellois, les parlementaires wallons s'en sont inquiétés, s'y sont intéressés, et maintenant screenent la moindre ligne de ces traités et se rendent compte de l'impact que ces traités peuvent avoir dans notre vie de tous les jours, de citoyens, dans notre économie, dans notre démocratie. Et c'est la raison pour laquelle, je pense, il est utile de pouvoir analyser dans le détail ce traité. Si on avait eu le temps, au Parlement wallon et au Parlement bruxellois, plus qu'un jour d'analyser dans le détail le CETA, on aurait découvert à ce moment-là qu'il y avait une clause qui permettait à Charles Michel d'atermoyer et de ne pas demander cette demande d'avis. Vous voyez, donc d'où l'intérêt de ce travail démocratique. Et les écologistes ont joué dans ce rôle, dans ce jeu-là, un rôle essentiel de vigilance démocratique. Et de ça, nous sommes très fiers.
Alors la vigilance, elle porte aussi sur la mobilité. Après 40 ans, on voit que la situation du survol de Bruxelles et de la périphérie flamande, c'est totalement inextricable. Tout est bloqué, même avec les meilleures intentions du monde. Le nouveau ministre Bello n'arrive pas à trouver une solution qui agrée tout le monde. Comment est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette situation ? En choisissant, comme on l'a fait Écolo et Groen ensemble, qu'est-ce qui a la priorité sur l'autre priorité? Je vous explique. Pour nous, c'est clair que l'enjeu de la sécurité d'abord, de l'environnement et de la santé doit primer sur l'économique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place pour l'économique. Il peut y avoir un développement raisonné, économiquement profitable à l'ensemble des Flamands, des Bruxellois et un peu des Wallons, mais il s'agit d'une question de priorité. Et d'abord et avant tout, cette activité économique doit faire la place à la santé, donc au bruit, à l'environnement et à la sécurité, c'est-à-dire il faut faire en sorte qu'aucun avion ne s'écrase sur une zone densément peuplée. Et pour ça, il faut travailler par méthode. Mais je pense que le ministre Bello, son problème, c'est qu'alors qu'il est ministre des Transports, en charge du trafic aérien, il voit d'abord et avant tout l'impact économique des décisions qu'il peut prendre, alors qu'il devrait d'abord et avant tout réfléchir à l'impact en termes de santé, en termes de sécurité et en termes d'environnement. Il faut changer les priorités pour vous. Je pense, oui. Et en matière de chemin de fer, là on voit que les priorités, c'est le retard, le RER qui ne se fait pas, et il n'y a toujours pas de nouveaux patrons à la SNCB. Toujours pas de nouveaux patrons, ce qui témoigne d'un vrai manque d'anticipation. S'il n'y a pas de patron, il n'y a pas de vision. Et donc, il n'y a pas de vision depuis quelques mois. Et aujourd'hui, ce qu'il faut aussi, c'est une mobilité de la SNCB, qui est une entreprise encore fédérale, belge, une mobilité bruxelloise. Et ça manque aussi terriblement. Et j'espère que la nouvelle patronne, ou le nouveau patron, aura à cœur cette mobilité bruxelloise. C'est-à-dire que les gares de la SNCB qui se trouvent aujourd'hui sur le territoire de notre région puissent être utilisées par des trains de la SNCB pour transporter des Bruxellois à travers ces gares. C'est ce qu'on appelle, nous les écologistes, Céline Delforge en particulier, le réseau express bruxellois. Et c'est ça qu'il faut... J'aimerais bien plutôt qu'on parle des personnes, et peu importe qui ce soit, qu'on parle du projet. Et il y a un enjeu de mobilité important à Bruxelles. C'est le nœud du problème de la mobilité en Belgique, c'est Bruxelles. Et la SNCB, correctement financée, une SNCB qui fonctionne mieux, est une solution pour la mobilité à Bruxelles. Merci Benoît Ellings. Merci à vous. Demain, vous retrouverez Stéphanie Meyer avec un autre invité. Bonne journée, bonne soirée d'ici là.